Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus participer aux Ateliers de la Côte, à notre série de conférences organisées par le lobby citoyen et le mouvement 1291.1. Série de conférences baptisée « Mais où est passé notre Suisse ?» Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter notre premier orateur, Marc Studer. Le titre de sa conférence est « Retour sur 30 ans de démantèlement de la Suisse ». Marc Studer, 66 ans, marié et père d'une fille de 23 ans, a fait carrière dans la banque avant de lancer sa société de gestion de fortune, une profession qu'il a défendue bec et ongles à Genève, à Berne et à Rome. Il préside toujours le club des gestionnaires de Genève. Il a fini sa carrière militaire comme capitaine quartier-maître. Au niveau patrimonial, associatif et historique, respectivement, il administre Patrimonia, une fondation informelle qui vise d'une part à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine et d'autre part à analyser les problèmes de société. Il préside la Fondation Dufour, chargée de la conservation de la maison du général Guillaume-Henri Dufour. Il gère le Cercle général Guillaume-Henri Dufour, qui accueille dans la maison Dufour une trentaine d'associations civiles, patriotiques et militaires. Il préside les salons du général Dufour, dont le but est de faire redécouvrir la vie et l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour et par son truchement, de visiter un 19e siècle assez méconnu. Sur le plan citoyen, il préside le lobby des citoyens, d'abord cercle de réflexion stratégique, puis association créée en 2013 au moment des attaques contre notre place financière, et enfin lobby anti-lobby accrédité en 2013-2014 au Parlement pour tenter de contrer les arguments mensongers des lobbyistes. C'est à ce titre qu'il interviendra ce soir. Marc, je te cède la parole et bonne conférence. Alors, merci Annick. Ça passe. Voilà. Alors, je suis ravi d'être avec vous au comité de 1291.1 et j'en profite pour saluer François de Siebenthal qui est actuellement dans sa chambre d'hôpital et qui nous regarde. Quelques mots sur notre association, le Lobby des citoyens. Comme Annick l'a dit, lors des offensives internationales qu'il y a eu contre la politique bancaire et fiscale de la Suisse, on a constaté qu'il n'y avait pas grand monde qui se bougeait et on s'est dit qu'on allait partir angélique en pensant aider les élus mal informés dans le domaine pointu de la finance, en leur apportant un point de vue contradictoire par rapport aux lobbyistes. On n'avait pas encore réalisé à cette époque que la messe était déjà dite et que les votations en cours n'avaient pour but que de transposer dans la loi des dispositions déjà prises en maintenant le citoyen, évidemment, dans la conviction que c'était toujours lui qui gérait le pays. Nous avons assisté impuissants, en direct, à la capitulation de la place financière suisse, la mise à mort du secret bancaire, assortie d'une rétroactivité de 10 ans, et finalement la transformation de l'épargnant en criminel. Nous avons essayé de résister, mais il faut dire qu'on n'a pas fait beaucoup le poids. Le réveil a été un petit peu traumatisant, comme l'avait été celui de ceux qui s'étaient battus contre Armée 21. Anne-Elisabeth Fournier en faisait partie. Elle sera notre conférencière le 25 mai. Donc depuis, on est revenu, on a quitté la scène pour revenir dans la réflexion et on intervient régulièrement à l'appui d'autres collectifs de citoyens comme ce soir 1291.1 ou AAA+, avec lequel on s'intéresse de près à la politique menée par la Banque nationale suisse. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on avait rencontré François de Siebenthal. Donc, à l'aube de l'estocade, qui vise ni plus ni moins à prendre le contrôle des individus, on s'est dit que
un état des lieux lucide s'imposait et que les parties de puzzle qu'on avait réussi à rassembler tout au long de ces années pouvaient être utiles pour comprendre comment on en est arrivé là. Et on espère qu'avec vos propres réflexions, vous aurez une image globale plus réaliste. Le programme qu'on a conçu, évidemment, il s'intéresse idéalement pas seulement aux convaincus qu'on voit régulièrement dans nos réunions, mais aussi à tous ceux qui sentent que quelque chose se trame et qu'ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir appréhender les graves menaces qui pèsent de manière imminente sur nous aujourd'hui. Alors pourquoi faire ça aujourd'hui et maintenant? Parce qu'en 2013-2015, on est monté au front avec plusieurs associations citoyennes et on était un peu sur tous les fronts pour alerter les citoyens sur le hold-up en cours. Moi, j'étais venu parce que personnellement, j'étais dans la finance qui était en train de prendre l'eau, mais pour la majorité de la population, ce que nous dénoncions était trop gros, trop tôt. Alors on s'est dit qu'après 8 ans, avec le recul, avec cette guerre en Ukraine qui met les choses aussi en perspective sur des choses qu'on avait dénoncées à l'époque, eh bien c'était le moment de revenir et de faire ce cycle de conférences où vont intervenir dans mon fil rouge les spécialistes des différents domaines que je vais évoquer. Je vous laisse méditer sur cette phrase d'un citoyen allemand à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette première conférence ce soir sera donc un survol de 33 ans de spoliation progressive et sournoise de nos droits fondamentaux, opérés à notre insu par manipulation, omission et tromperie, jusqu'à la tentative avancée du contrôle des citoyens aujourd'hui. J'aurais pu venir directement au fait et vous asséner frontalement les plans machiavéliques en développement. Vous parlez de but en blanc du grand reset, des smart dust et encore du crédit social ou sociétal, mais le choc aurait été si brutal qu'il m'aurait été fatal. Permettez-moi donc un retour à 1981, année de la chute du mur de Berlin. Le monde était en liesse, fini la guerre froide, on allait enfin passer à une nouvelle ère. En effet, mais pas dans le sens où on l'entendait, petit aperçu de la méthode utilisée. Alors en 2010, on commence par percevoir la mise en place d'un nouvel ordre mondial sous la houlette des États-Unis et ceux qui sont derrière, et qui mettent en ordre de bataille les instances internationales censées gommer les différences entre les États. Et vous voyez ici de droite à gauche un pilier militaire, un pilier diplomatique, un pilier financier pour les individus, renforcé par un service de renseignement financier, le FIU, un pilier financier pour les États et un pilier commercial, avec toujours en arrière-plan le marionnettiste Hollywood qui vend le rêve américain et prépare l'opinion publique en s'invitant avec ses séries dans les foyers. On avait le cas notamment lors des événements de Guantanamo, la série 24 heures chrono. La première menace qu'on avait identifiée, c'était le changement de constitution qui a été signé le 18 avril 1999. C'était la troisième après 1848 et 1874, qui a été présentée aux citoyens comme une simple opération de toilettage d'un texte devenu ardu en raison de nombreux rajouts, amendements ou suppressions intervenus en 125 ans. Dans cette nouvelle mouture, les numéros des articles sont sciemment différents afin de rendre plus difficile toute comparaison. L'article 5.4 stipule que la Confédération et les cantons respectent le droit international. Vous remarquerez qu'on ne parle plus du peuple et des cantons. Un article essentiel à lui seul qui annule quasiment tous les autres. Cette nouvelle constitution est mise en vigueur le 1er janvier 2000. Nouveau millénaire, nouveau paradigme. C'est la voie royale pour la déferlante des normes. C'est la Française Juliette Guilly, dont au passage on n'a plus de nouvelles, qui a été notre lanceuse d'alerte sur les normes internationales qui ont force de loi
et qui passe par-dessus donc les frontières des États et les législations nationales. On commence par établir, alors je dis on, vous verrez après pourquoi, puisqu'on ne sait pas qui tire les ficelles, par établir un acronyme. Alors les acronymes, c'est génial, parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas dans quel but, et ça permet de passer par-dessus toutes les frontières. Donc pour les normes comptables, ce sera la norme IFRS pour International Financial Reporting Standards. Puis on crée un organisme chargé de les faire respecter, ça sera le PCAOB, vous voyez des termes que personne pour Public Company Accounting Oversight Board. Et puis on charge ensuite une société d'audit de venir vérifier sur le terrain que ces normes sont bien appliquées. C'est évidemment un pur hasard si les 4 majors, les 4 plus grandes sociétés, sont toutes américaines. On vote enfin, grâce au 11 septembre, un Patriot Act qui oblige toutes ces sociétés à donner leurs informations au département de la justice américaine, le DOJ, et au fisc, l'IRS. Et ainsi, les États-Unis peuvent avoir un avantage concurrentiel utile pour remporter certaines parts de marché. À titre d'exemple, notre Banque nationale et notre Banque centrale, qui est Banque nationale, est auditée par KPMG et on s'empresse de rajouter Suisse SA pour nous rassurer qu'elle est suisse. Et en fait, avec ça, on prend le contrôle des États. Adieu l'État-nation qui ne peut s'y soustraire. Et l'on dépossède au passage le citoyen de ses droits élémentaires. Adieu le peuple souverain. Messieurs les parlementaires, au boulot, il reste maintenant à transposer tout ça en droit suisse. Oui, mais encore faut-il voter ces lois, et c'est là qu'entrent en scène les spin doctors. En 2010, la RTS nous présente une série, Borgen, et Juliette Barben qui nous lance l'alerte avec son spin doctors du Palais fédéral. Attention, on n'est plus dans la fiction. En plus des lobbyistes qui ont accès au sein même du Parlement, la manipulation psychologique de masse est à l'œuvre dans plus haut niveau de l'instance de l'État. Slobodan Despot en a édité la version française que vous voyez, et donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette thématique des spin doctors, je vous propose de vous jeter sur la série Borgen que vous trouvez sur Netflix notamment. Bien ensuite, les clubs. Alors la Suisse au début, elle est peu malléable. Elle traîne des pieds, elle ergote, elle chipote, elle pinaille. Et pas de problème, eh ben, du coup, vous avez quelque chose à dire. On vous invite à venir dans le club et pour faire valoir vos positions. Et naïve, toute heureuse d'être acceptée, donc la Suisse a toujours un problème, c'est qu'elle veut toujours être acceptée. Elle ne réalise pas qu'elle vient en fait d'intégrer la menace elle-même contre laquelle le pays n'est désormais plus protégé. Nous avons ensuite le passage en force de TINA. TINA, c'est « There is no alternative ». On pourrait traduire par « il n'y a plus le choix ». Depuis plus de 10 ans, la Suisse oscille entre liste noire et liste grise. Et pour sortir de la première, elle accorde concession sur concession. C'est encore le cas aujourd'hui, puisque Ignacio Cassis était encore le 30 avril de cette année pour plaider en Italie pour un retrait de la Suisse de leur liste noire. Toujours noire. Donc, à noter également qu'à chaque votation, il y en a une qui se prépare, on agite le spectre des menaces européennes. Le travail donc de dépossession peut commencer et j'aimerais vous parler des 4x-D. Donc vous commencez par distraire. Vous occupez l'esprit des gens sur des sujets futiles et polémiques pour qu'ils ne remarquent pas en fait vos vraies manœuvres. On a un exemple avec FATCA où la prise de contrôle, alors je vous dirai après ce que c'est FATCA, où la prise de contrôle de la place financière suisse et la captation des avoirs privés est noyé dans le débat passionné sur l'heure d'ouverture des commerces. Le peuple n'y a vu que du feu et les États-Unis ont ainsi opéré le hold-up incroyable sous nos yeux, sans amnistie fiscale et avec une rétroactivité de 10 ans. L'Ukraine est également aujourd'hui une parfaite illustration de la manipulation de l'opinion publique. Je ne vais pas déborder sur le sujet parce que c'est une soirée qui n'en finirait pas. Je passe au deuxième D, c'est discréditer. Dès que vous avez de la résistance, alors vous commencez par discréditer.
Alors, ça peut être une personne. Ça a été le cas avec Konrad Hummler, le patron de la banque Weglin, qui a été le lanceur d'alerte de l'attaque contre le secret bancaire. Ça a été le cas avec Saddam Hussein, qui on a reproché d'avoir des armes chimiques de destruction massive. C'est le cas aujourd'hui avec le sanguinaire Poutine, mégalo, qui veut annexer toute l'Europe. On peut discréditer aussi une partie de la population. C'était le cas avec les non-vaccinés, où quand même 30% de la population est le bouc émissaire d'une politique sanitaire totalitariste. On a aussi la possibilité de discréditer une nation. Ça a été le cas avec la Suisse, qui a été le bouc émissaire des faillites des États après 2008. On passe ensuite au troisième D, c'est désolidariser. On a désolidarisé, par exemple, la population de citoyens soldats suisses qui ne reconnaît plus ses propres soldats. On désolidarise de nos valeurs, de nos racines qui sont contestées. 1291 est un mythe. Tout n'est qu'un mythe. On est en train de désolidariser nos valeurs ADN qui sont remplacées par des thématiques, le climat. Et on passe au quatrième D, quand on a tout sapé et désolidarisé, quand on a toute résistance qui a été étouffée ou réduite, eh bien, il est facile de démanteler les institutions en claironnant bien sûr qu'elles fonctionnent toujours. Petit coup d'œil non exhaustif de quelques démantèlements. Alors, on a eu notre indépendance alimentaire, énergétique, militaire. La dépendance permet d'accentuer la pression en cas de non-coopération. La dépendance alimentaire, on avait en 1940 la Suisse qui avait établi un plan d'autosuffisance alimentaire pour pallier à la pénurie de ressources en matière première vitale. Aujourd'hui, nous en sommes à 78% de dépendance alimentaire. Si on regarde la crise de l'Ukraine, on s'aperçoit quand même que ce n'était peut-être pas tout à fait la bonne stratégie. Le 1er juin, nous aurons avec nous Willy Creteny, qui s'est engagé pour un combat pour le protectionnisme agricole avec des produits du coin, des produits locaux, des produits de qualité. Une évidence quand on voit ce qui se passe. Et le bon marché est toujours trop cher, parce que quand il faut payer quelque chose qu'on n'a plus, on le paye encore beaucoup plus cher. La dépendance énergétique, il y a quelques années, l'Allemagne a essayé de nous désolidariser, on y revient toujours, de notre énergie bleue en subventionnant des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolienne. Encore que, quand on voit le coût de l'empreinte carbone pour changer une pale d'une éolienne, on peut se poser la question. Donc, l'Allemagne va vendre un prix de l'énergie très bas, voire même, en certaines situations, à des prix négatifs. Et évidemment, la Suisse se dit que son énergie bleue est beaucoup trop chère et qu'il faut s'en débarrasser. Et puis, quand vous avez débarrassé de tout, ben, on vous montre les tarifs et on ne vous donne plus d'électricité parce que vous ne pensez pas comme nous. Autre exemple absurde avec le climat. On pousse la population à se tourner massivement vers des voitures électriques, alors qu'en même temps, on nous annonce qu'il va manquer d'électricité. On se rue sur les Tesla écologiques, alors qu'il faut 150 000 km. Excuse-moi Lionel, tu diras à ton frère. Qu'il faut environ 150 000 km pour égaliser l'empreinte carbone de ces batteries. Pour le militaire, la Suisse, évidemment, n'est jamais prête quand il faut. Et en général, elle démantèle quand les autres s'arment. Anne-Elisabeth Fournier nous présentera comment on a imposé Armée 21, qui compte aujourd'hui 100 000 hommes, dont environ 30% de personnel administratif. Je ne sais pas où on va aller avec ça. En tout cas, on ne va pas aider l'Ukraine, ça c'est sûr. Donc, on a des effectifs vraiment dérisoires, qu'en plus l'armée n'a pas la capacité d'équiper. Donc on n'a même pas de l'équipement nécessaire pour que toutes ces personnes puissent être en même temps au service militaire, ce qui n'est pas évidemment possible. Je passe maintenant à un autre démantèlement, c'est le service public.
comme le résumait Graziano Pestoni dans son livre « La privatisation de la Poste suisse », paru en 2018, de puissants lobbies économiques et financiers se sont appropriés les instances de l'État. Les PTT sont un exemple assez révélateur sur lequel je vous propose de vous arrêter un instant. Établissement public transformé en société anonyme de droit public, puis privatisé au préjudice de sa population. Donc on commence, vous voyez ici, ensuite à séparer ce qui rapporte, qu'on va évidemment privatiser pour encaisser les profits, et on va laisser ce qui coûte et que le citoyen va payer, c'est la Poste. On va mettre un peu de pression sur cette Poste pour qu'elle soit un petit peu plus rentable, et on va la dépecer avec une partie Poste, une partie Poste Finance, partie banque donc, et une partie carte postale. Alors quand on sait la prestation de la Poste, qui est chère, qui en plus nous arnaque parce que la lettre elle est toujours soit trop épaisse, soit trop lourde, soit trop grande. On parle des cartes postales qui faisaient des escroqueries en France, et on a la Poste Finance qui va se privatiser et en passage rayer toute la garantie de la Confédération des comptes de chèques postaux. C'est un hold-up de nouveau, puisque l'épargne n'est plus. Elle est plus sécurisée. Et aujourd'hui, on est en train de privatiser Poste Finance. Un autre cas de démantèlement, c'est notre identité nationale, avec l'accueil massif d'étrangers, aux mœurs et valeurs bien différentes des nôtres, un rythme effréné, c'est surtout le rythme, qui ne permet pas de les assimiler et qui pose des problèmes de cohabitation. Les segundos, actuellement au pouvoir, n'ont souvent cure de nos valeurs et de nos racines, qui ne sont d'ailleurs pas les leurs. On a aussi le démantèlement de nos lois, avec une helvétisation des lois internationales. Le pacte de Brunnen en 1315 stipulait que nous n'aurons plus de juges étrangers dans nos vallées, qu'à cela ne tienne. On va transposer les lois étrangères dans notre Constitution pour les rendre compatibles internationalement. Et puis, il y a la dépossession de nos finances progressives. On y reviendra tout à l'heure. Donc, je pourrais encore continuer, mais j'essaierai de revenir au fil des exemples. Vous vous rappelez qu'il y a 550 ans bientôt, lors des guerres de Bourgogne, Charles le Téméraire avait perdu son trésor à Grandson, son armée à Morat et sa vie à Nancy. On pourrait dès lors se demander si aujourd'hui la Suisse n'est pas en train de se la jouer dans le désordre, puisque le citoyen soldat, c'est le souverain qui veille aux intérêts du pays, eh bien c'est le maillon à éliminer en premier. Donc ce sera donc dans l'ordre l'armée, puis le trésor et enfin la vie. Petit rappel chronologique concernant l'armée et la finance. Alors, en 1989, on a donc la chute du mur, qui est une catastrophe pour l'OTAN, car cela signifie la fin de sa présence militaire américaine en Europe. En 1990, en effet, l'OTAN n'a plus de raison d'être si les deux alliances défensives sont dissoutes. Et je vous conseille la lecture de ce livre, L'OTAN attaque, de Bernard Wicht, qui est tout à fait révélatrice de comment on s'y est pris. Le 1er juillet 1991, le pacte de Varsovie, qui est l'ensemble des blocs de défense de l'Est, est dissous. Et pour les professionnels de l'OTAN, il est impératif de sauver leur emploi en créant une nouvelle mission. L'OTAN va donc survivre et en se transformant en alliance de guerre, notamment grâce au traité de Maastricht, qui élargit vers les pays de l'Est l'Europe, pays de l'Est profondément anti-russes, en leur offrant le bouclier de l'OTAN. L'avancée est menée au pas de charge et va rapidement piétiner le précaré de la Russie. Je nomme la Biélorussie, la Géorgie et l'Ukraine. On voit déjà se dessiner la guerre en Géorgie de 1991 à 1993, la tentative de déstabilisation de la Biélorussie l'année passée et la guerre en Ukraine maintenant, malgré l'avertissement de la Crimée en 2014.
Grâce aussi donc à la guerre en Yougoslavie, de mars à juin 1999. Alors là, c'était une espèce de grand show où l'OTAN a fait étalage de sa puissance et afin d'appâter les derniers adhérents à l'Europe. À noter que les bombardements très médiatisés n'ont ni anéanti les chars des astucieux Serbes, on pourra raconter l'anecdote, ni plus grave, empêché le massacre de Srebrenica. À noter cet autre livre de Bernard Wicht qui prévenait déjà en 2013 des risques qui guettaient l'Europe. En 1994, on crée le Partenariat pour la paix, qui est la manière de réduire les menaces sur la paix. Évidemment, qui peut être contre la paix? Eh bien, cet astucieux programme de coopération bilatérale militaire pacifique, donc j'aime bien le militaire pacifique, va rajouter aux 29 États membres de l'OTAN les 22 pays ou États associés dont la population est réfractaire à une entrée de l'OTAN. Désormais, on ne fait plus la guerre, on tue pour préserver la paix. Le 11 décembre 1996, comme tous les pays, la Suisse tombe dans le panneau et Flavio Cotti signe le partenariat pour la paix pour la Suisse. Le peuple n'est évidemment pas consulté. Qui sommes-nous pour qu'on nous demande notre avis? Et c'est donc l'un des 3 piliers de la Suisse qui se fissure. La carte à l'écran est assez intéressante car elle représente les dangers que fait peser à la Russie l'OTAN quand tous les pays de l'OTAN et annexes dans laquelle se ligue contre la Russie, qui est pourtant membre de leur groupe. Alors si vous considérez dans cette carte la partie verte qui est maintenant bleue, vous comprenez que les 3 pays que j'ai mentionnés sont vitaux comme précarés pour préserver une marge de manœuvre à la Russie. On peut aussi imaginer que je ne suis pas sûr que les Américains laissent les pays venir s'installer si près de leurs objectifs. On en est maintenant, d'ailleurs, parce qu'évidemment, on signe un partenariat, puis après, on vient contrôler. Donc, on est dans le PARP, et là, on est déjà en anglais, puisque c'est le Planning and Review Process, c'est-à-dire le contrôle de l'uniformisation de langue, d'uniforme, de matériel et d'engagement des différents partenaires de l'OTAN pour améliorer leur interopérabilité avec l'Alliance et s'assurer des avancées dans la transformation et la modernisation de leur armée et puis de leur armée, de leur défense, une aubaine bien évidemment pour le marché américain de l'armement. Mais le PARP vise aussi un autre but, celui d'assurer aux États-Unis les ressources naturelles des États-nations, le château d'eau de l'Europe pour la Suisse et l'Autriche, le grenier à grains de l'Europe pour l'Ukraine, nous y sommes. Les non-belligérants seront appelés à soutenir l'effort de guerre de l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Le FA-35 en fait-il partie? La Suisse a-t-elle le choix? Il semble que Tina soit à nouveau de la partie. Passons maintenant à l'otanisation de notre armée pour que la population qui ne la reconnaît pas s'en désolidarise. Ainsi, on ne fera plus la différence entre nos soldats et ceux de l'OTAN. Petit mode d'emploi. Vous commencez par réduire les effectifs, de sorte que la population ne s'inquiète plus de ne pas rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans son jardin. Ensuite, vous annoncez qu'on va créer un nouvel uniforme que vous ne comprenez pas. Et ensuite, vous imposez l'anglais à tous. Et vous voilà avec une armée d'occupation qui potentiellement contrôle le pays à l'insu de ses citoyens. Qui se méfiera en effet de soldats parlant anglais dans un uniforme de l'OTAN? Reste à abattre le dernier bastion de la Suisse, la neutralité. Une neutralité perpétuelle armée qui était utile à l'Europe et qui nous a été conférée au traité de Vienne de 1815 et au traité de Paris de la même année. Un engagement que le Suisse porte avec dévouement et détermination. Dieu que notre neutralité, s'il était crédible aujourd'hui, serait utile non seulement
pour le peuple ukrainien, mais aussi pour toute l'Europe, pour la Russie, pour la Suisse. Peut-être un peu moins pour les États-Unis, qui n'ont pas tardé à sévir à nouveau quelques mois après avoir trahi les Afghans. Ce thème de la neutralité, nous l'avions traité à 4 reprises entre 2014 et 2015, notamment le 19 novembre 2015 à l'occasion d'une soirée intitulée « Qu'a-t-on fait de la neutralité perpétuelle armée 200 ans plus tard ?» pour laquelle nous avions transmis 4 questions à Didier Bourcalter, auxquelles l'ambassadrice Pascale Berisville, le futur secrétaire d'État aux Affaires étrangères, était venue répondre, parfois avec mensonge et mauvaise foi. La première question, c'était quelle crédibilité de la Suisse a-t-elle lorsqu'elle est si ostensiblement contre un État? La deuxième, la signature du partenariat pour la paix pour la Suisse est-elle compatible avec notre neutralité? C'est le thème qu'abordera donc Anne-Elisabeth Fournier le 25 mai. La troisième, c'est quelle crédibilité pour la neutralité du CICR si la Suisse n'est plus neutre? On rappelle quand même que c'est l'inversion des couleurs. La quatrième, c'est la Suisse dans ces conditions est-elle encore souveraine? Cette année, Ignacio Cassis n'a pas lésiné sur les bons offices, n'hésitant pas à mouiller sa chemise pour le Téléthon en faveur de l'Ukraine. Il s'est investi également dans la neutralité en éditant le 4 mars de cette année une nouvelle brochure sur la neutralité de la Suisse. Gageons que le peuple suisse aurait peut-être préféré le voir investir son énergie sur le terrain pour arpenter les uns et les autres à la recherche d'une solution de paix en Ukraine. Mais peut-être a-t-il des ordres contraires. Servilité, cécité ou incompétence, la stratégie de la Suisse en matière de neutralité est indécente, car elle trahit l'ADN de notre population, dont la vocation est moins d'accueillir massivement des réfugiés que d'empêcher qu'ils aillent à fuir leur pays. Décidément, les Suisses ont de la peine à se reconnaître dans la politique menée par ces autorités, comme si elle était d'ailleurs dictée de l'étranger. En résumé, on avait une armée qui défendait sa population, on a maintenant une réserve logistique en faveur d'une alliance de guerre, et on a sacrifié pour cela l'une de nos meilleures qualités, l'humanisme. Vous noterez que c'est toujours aussi derrière les multinationales américaines qui gagnent de l'argent. L'historien Jürg Tussi Lauterbourg disait un jour, en évoquant l'invasion de la Suisse, l'invasion française de 1798, « Tant que les Suisses ne se sentent pas menacées, elles ne mobilisent pas. Tant qu'elles ne mobilisent pas, elles ne se défendent pas. » Le 5 juillet 2013, dans Le Confédéré, j'avais donc suggéré une mobilisation partielle et la nomination d'un général pour assurer la défense économique du pays. Je suis passé rapidement sur la partie armée et neutralité sur laquelle on reviendra avec Madame Fournier, mais je serai un peu plus prolixe sur cette partie financière pour vous permettre de comprendre comment les rouages se sont progressivement mis en place. Et je suis déjà désolé de vous imposer autant de dates, mais les dates et la chronologie des événements montrent un peu le rythme et le tempo qui a été imposé à la Suisse. Donc en 1989, on crée un autre acronyme, le groupe d'action financière, qui est créé par les ministres des Finances des États membres du G7. Ils émettent 40 recommandations, puis en 91 encore 9 autres, qui sont reconnues comme étant une norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En 1995, on crée le groupe Egmont, déjà dans les Financial International Unit, les cellules de renseignement financier, qui a pour but l'échange d'informations sécurisées, rapides et juridiquement admissibles entre cellules. Il faut savoir que la Suisse faisait toujours un peu du blocage parce que juridiquement, elle traînait avec les demandes d'entraide judiciaire. La Suisse, donc bon élève, rentre dans le club et du coup, elle va collaborer avec zèle. En 1998, elle crée son propre bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le MROS. Et j'ouvre ici une parenthèse alors qui n'a rien à voir, et pour mentionner que
une information qui aura une importance en été 2000. Le 6 janvier 1993, le Crédit Suisse avale la Banque populaire suisse. Le 8 décembre 1997, à la suite de la faillite du fonds LTCM, l'UBS fusionne avec la SBS. Le 14 juillet 2000, UBS rachète PaineWebber, le premier gestionnaire de fortune aux États-Unis. Le 30 septembre 2000, Crédit Suisse rachète la banque d'affaires Donaldson Lufkin Jenrette, toujours aux États-Unis. En 7 ans, les 4 premières banques suisses deviennent donc 2 banques américaines. Fin de parenthèse. Le 1er octobre 2000, on a la mise en vigueur de la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui avait été signée 3 ans plus tôt. Alors chouette, on va enfin pouvoir aider à traquer l'argent du crime organisé, le trafic d'êtres humains ou d'organes, le trafic de la drogue, le racket, le kidnapping, le terrorisme, des escroqueries à grande échelle ou les abus de biens sociaux. Comme pour le partenariat pour la paix, on y a tous cru. Moi, avec ma société de gestion, j'avais même organisé à l'hôtel du Rhône une conférence sur le sujet avec un membre de la brigade financière. 12 ans plus tard, on va déchanter, on le verra un peu plus tard. En 2001 émerge le certificat QI. Désolé si on est un petit peu dans l'anglais, mais enfin comme ça imposé par là-bas. Donc c'est le Qualified Intermediary qui permet aux établissements qui sont détenteurs du sésame par le fisc américain d'appliquer un traitement fiscal particulier aux revenus liés à la détention des titres émis par des sociétés américaines. Donc on ne parle pas ici de clients américains, mais on parle d'investisseurs mondiaux détenant des titres américains. La boîte de Pandore est ouverte, car après l'agrément vient le temps de la vérification de la bonne exécution de ces règles, et évidemment par les 4 mêmes sociétés d'audit. Pour améliorer la récolte d'informations pour les clients, on instaure la règle du « connais ton client », le KYC Rule, qui est le premier cheval de Troie qui est imposé par le fisc américain. La banque doit notamment établir l'identité du client, comprendre la nature de ses activités et l'arrière-plan économique et s'informer de la source, que la source des fonds est légitime. La banque doit répertorier tous ses clients américains et la règle va évidemment s'étendre à tous les clients du monde entier. Le 26 octobre 2001, on l'a vu plus haut, c'est le Patriot Act et le fisc américain a désormais un pouvoir colossal au niveau mondial et associé au département de la justice, il va faire régner la terreur fiscale puisque la juridiction des États-Unis est universelle. Le 29 septembre 2008, vous me dites si ça vous rase avec les dates, je vais un peu plus vite, on a le crash du marché financier. Et, voilà. Les États décident de sauver leurs banques, mais au lieu de mettre de l'ordre dans leurs banques, ils laissent les banques prendre le pouvoir. Et on a un exemple patent avec l'ami Emmanuel Macron, parachuté du ciel par la banque Rothschild. Il faut trouver rapidement de l'argent et surtout un bouc émissaire fortuné. Tous les regards se tournent désormais vers la Suisse, qui désormais louvoie entre liste noire et liste grise. Nous avions même à l'époque organisé une soirée sur le thème liste noire ou drapeau blanc. J'ouvre ici une deuxième parenthèse avec l'affaire Bradley Birkenfeld. Le 19 novembre 2008, l'employé d'UBS se fait pincer par les autorités américaines et il va déballer toute leur magouille. Il négocie et obtient une condamnation à 40 mois de prison et à une amende de 30 000 $ par le Doge pour aide active à la fraude fiscale. Mais à sa sortie de prison, il va bénéficier d'un versement de 104 millions de dollars du bureau des lanceurs d'alerte de l'IRS. Donc il n'y a qu'au pays de Mickey qu'on peut voir qu'on peut faire ça. Et en plus, en prison, il a le temps d'écrire un livre, Le banquier de Lucifer, comment j'ai brisé le secret bancaire suisse. Grâce à lui, le fisc américain va faire un carton car il va le poursuivre l'UBS, qui à son tour va se mettre à table, qui va balancer d'autres banques, les clients et les employés,
qui vont être obligés de coopérer et dénoncer à leur tour d'autres clients et d'autres banques. Et le fisc américain, évidemment, jubile puisqu'ils arrivent du même coup à racketter plusieurs fois le même capital. Regardez bien cet homme. Alors qu'il annonçait le 2 avril 2004 qu'il n'était pas question de lâcher sur le secret bancaire, Hans Rudolf Merz, tout frais sorti de son coma, annonce le 13 mars 2009 la fin du secret bancaire, l'abandon de la protection de la sphère privée, la suppression de la distinction entre fraude et évasion fiscale. Rien que ça. Cela sera le plus gros hold-up de l'épargne privée et la porte ouverte à la grande braderie lucrative de nos informations personnelles sur Internet, désormais accessibles à tous. Dans la foulée, le 27 août 2009, il signe avec Catherine Lagarde, alors ministre de l'économie du gouvernement français, un avenant à la convention de double imposition. Hélas, je vous raconte ça, ce n'est pas tellement important, si ce n'est l'anecdote, puisque Christine Lagarde n'en revient pas et elle convoque d'urgence son cabinet pour réanalyser le contrat, pour être sûr pour voir où se cachait le détail qui leur était pas favorable. Eh bien non, en vain, M. Merz avait tout simplement offert une capitulation qui n'était même pas demandée. En 2009, tout s'enchaîne très vite avec la création de la FINMA, la nouvelle autorité de surveillance des marchés financiers, qui reprend la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'autorité de contrôle en matière de blanchiment. La FINMA, c'est une nébuleuse contrôlée on ne sait par qui, dont l'autonomie est inscrite dans la loi. Par conséquent, ni le Conseil fédéral, ni les chambres fédérales n'ont le pouvoir de lui donner des instructions, de modifier ou d'annuler ses décisions. La FINMA va donc s'activer à la description de la place financière suisse. Je vous explique un petit peu ce schéma. Donc vous avez tout à gauche l'UBS et Crédit Suisse, donc deux établissements, donc 1,2% de la masse des établissements bancaires de l'époque, mais qui représentent 50% de la masse sous gestion. Et vous avez tout à droite 60% des sociétés de gestion, des banques, je veux dire, qui représentent à peine 5% de la masse sous gestion. Et je ne parle pas du petit trait rouge en dehors du cadre dans lequel je figure, qui sont les gestionnaires de fortune, qui, eux, gèrent des fonds qui sont dans le tableau. Et donc, c'est facile de mettre à mort déjà toute cette équipe pour un peu libérer. Et après, on va monter en puissance, quitte à imposer qu'une ou deux banques soient contraintes à plier bagages et à fermer boutique. Dirigé par Mark Branson, un ancien directeur d'UBS impliqué dans le scandale du Libor au Japon, la FINMA autorise le 9 juillet 2009 la livraison de pas moins de 42 000 noms de clients américains au fisc américain. Le tribunal fédéral saisi de l'affaire ne pourra que reconnaître que la FINMA n'aurait pas dû, mais comme les faits reprochés sont déjà passés, eh bien, l'affaire est classée. La pression sur la Suisse s'accentue avec les États-Unis et leur bélier qui enfonce la muraille suisse dans laquelle s'engouffrent tous les wagons de l'Union européenne. Et tout ça sous la menace d'une arme de destruction facile qui est la liste noire qui fonctionne vraiment à merveille. En grande panique, l'Association suisse des banquiers, sous l'effet des pressions internationales, propose le 23 novembre 2011 un compromis politique qui s'appelle RUBIC, avec des accords bilatéraux offrant une imposition à la source afin d'éviter l'échange automatique d'informations. Les premiers accords bilatéraux sont noués avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche. Et une caution d'1 milliard de francs est versée à chacun de ces États à titre de bonne foi pour les versements futurs des retenus. À cette époque, le lobby des citoyens avait prévu une contre-offensive
visant à desserrer les taux sur la Suisse, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Le 24 avril 2012, la FINMA élargit le champ de la loi sur le blanchiment d'argent par la notion de crime précurseur au blanchiment d'argent. Donc désormais, vous êtes criminel même si vous n'avez pas encore commis de crime. Chaque fois que l'on s'attaque à du gros, on va saucissonner l'information pour éviter évidemment que les parlementaires ne soient alertés. Donc je vous propose un exemple de la méthode dite de la bombe juridique à deux composants, puisqu'on avait la chimique, avec un premier composant qui est l'agent Egmont. Donc vous commencez par noyer dans un texte de loi sur le financement du terrorisme une petite expression sibylline, crime précurseur au blanchiment d'argent, à laquelle personne ne prête attention, mais enfin, il faut lutter contre le terrorisme. Deuxième composant, l'agent Gafi. On prend ensuite la loi sur la fraude fiscale et on y assimile le crime précurseur au blanchiment d'argent. Ainsi, vite fait, bien fait, la fraude fiscale devient du terrorisme. Il faut maintenant mélanger le tout, et c'est en déplaçant le curseur de la définition du terroriste. En supprimant dans la loi la différence entre soustraction fiscale, qui n'est pas pénale, et fraude fiscale, la Suisse trahit toute sa population, qui se retrouve dès lors potentiellement criminelle et sujette à des redressements fiscaux, y compris pour l'épargne pourtant encouragée jusqu'alors par la Confédération. Au passage, en trahissant Konrad Himmler, le patron de la Weglin qu'on a cité, la Suisse scelle le destin fiscal de la clientèle étrangère de ses banques, qui lui a fait confiance et qui a participé à son essor économique pendant près de 80 ans. Des clients contre lesquels le fisc du monde va maintenant se déchaîner. Désormais, tout titulaire d'un compte doit prouver que depuis 10 ans, il n'est pas terroriste. Alléluia. À noter que la Suisse ne proposera pas d'amnistie fiscale, mais fixera une période de tolérance sans poursuite pénale pour les personnes désireuses de se mettre en conformité. Elle se gardera bien évidemment de mentionner les intérêts moratoires composés depuis 10 ans qui chargent tout de même la facture à près de 20% du capital. J'ouvre ici une troisième parenthèse pour vous dire que le 14 décembre 2012, on s'aperçoit que l'ordre de la BNS déposé aux États-Unis pendant la guerre de 39-45 n'existe plus. La Suisse n'en profitera même pas pour essayer de négocier une baisse de la pression américaine contre elle. Même l'Allemagne s'aperçoit que ces lingots ne sont pas les siens. Une petite anecdote là-dessus aussi qui est marrante. Et le lobby des citoyens s'est évidemment associé au lancement de cette initiative en signant un texte signé du Parlement. Le 14 février 2013, comme Ruth Dreyfus l'avait fait après 2 magouilles, Mattei et Brunner en 1993, à l'heure des fonds déshérence, la conseillère financière Evelyn Widmer-Schlumpf, fraîchement élue au Conseil fédéral par un parti, le PBD, qui représentait quand même 2% de l'électorat de la Suisse, signe radieuse l'accord FATCA. Comme toujours, cet accord n'est pas contraignant pour les États-Unis, qui l'appliquent au monde, mais qui ne l'appliquent pas chez eux. DATCA, avec le D pour domestique, n'est en effet pas légal aux États-Unis. Le 6 juin 2013, le lobby des citoyens propose au président de la Confédération une brochure intitulée « Helvétiens en danger » et si on reprenait l'initiative dont je n'ai pas trop le temps de parler maintenant, mais qui avait plusieurs axes. En juin 2014, les États-Unis mettent le paquet pour venir à bout des chambres fédérales lors de la votation sur FATCA. La Suisse hagarde, incapable de réflexion, donc de réaction, traumatisée par ces listes noires, est assiégée. De toutes parts. Petite démonstration de la machine de guerre du nouvel ordre mondial en action. Alors, je fais par en haut, donc on a la pression des États des États-Unis et de l'Union européenne contre le Conseil fédéral. Vous avez ensuite la pression fiscale des États-Unis et des 2 chevaux de Troie qui connaissent le système de l'intérieur. Vous avez ensuite le GAFI et la FINMA
et le département fédéral des finances. Vous avez ensuite Egmont avec le MROS et le département fédéral de justice et police. Vous avez l'OTAN qui ottanise les troupes du département de la défense. Vous avez l'Union européenne qui nous impose des standards, de mettre nos lois à leurs standards. Et puis vous avez un Parlement qu'on noie sur des quantités de votations inutiles et qui, du coup, ne voit pas passer le PUC. Le 2 juin 2014, le pistolet sur la tempe, les États-Unis imposent à la Suisse de dénoncer tous les clients américains de ces banques. Comme la Suisse impose à sa population une rétroactivité de garder ses documents pendant 10 ans, eh bien, les États-Unis exigent et obtiennent une clause de rétroactivité de 10 ans, du jamais vu en droit. L'État, quant à lui, quand vous avez quelque chose à vous faire rembourser, lui, ne remonte pas plus loin de 5 ans. À noter que durant cette période FATCA, les citoyens suisses, doubles nationaux, étaient les non-vaccinés financiers de l'époque, contraints de clôturer leurs comptes, ne pouvant plus en ouvrir ailleurs pour recevoir leur salaire, déposer leur garantie de loyer ou encore payer les études des enfants. À chaque capitulation, l'oncle Sam revenait avec une nouvelle exigence. C'est le cas le 1er janvier 2017 avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations qui va maintenant piéger tous les doubles nationaux. Demander aux Italiens le cauchemar de leur résidence en Italie. Au final, aujourd'hui, dans les banques, l'homme le plus redouté, c'est le gratte-papier qui remplit des croix dans un formulaire rédigé de manière débile pour bloquer les comptes d'une manière tout à fait arbitraire. Et je crois que le champion du monde dans cette catégorie, c'est PostFinance aujourd'hui. En résumé, on a trahi nos clients qui nous ont fait confiance, on a trahi la population qui se croyait protégée par sa constitution, on a criminalisé les épargnants, on a privé les comptes de chèques postaux de la garantie de la Confédération, on a appauvri la classe moyenne, on a aboli la protection de la sphère privée sous prétexte de blanchiment d'argent et on a nos données qui circulent donc sur le net. Mais pour qui donc roule notre gouvernement? Et Uli Windisch sera là le 8 juin pour nous apporter une partie de questions avec son titre « La Suisse trahie par les siens ». Je passe maintenant au dernier acte de nos guerres de Bourgogne, qui est la prise de contrôle du pays et de ses citoyens. Et je dois vous avouer que ce chapitre m'a donné du fil à retordre et que j'ai tout jeté ce que j'avais fait. Et donc, je vais lire un peu plus cette partie-là, parce que je l'ai un peu moins dans la tête. Parce que c'est vrai que si j'ai pu m'appuyer sur des faits vérifiés et vécus lors des précédents chapitres, comment aborder ce qui est en train de se passer sans se faire passer immédiatement comme complotiste? Un vocable d'ailleurs pratique pour discréditer l'auteur de tout propos qui sortent de la pensée unique. Cette crise du Covid est très instructive, tant sur les plans, tant sur le fond que dans la forme. Si dans la gestion de la première vague de février à mai 2000, la politique paraissait crédible, la dictature sanitaire qui a émergé, après avoir obtenu des pleins pouvoirs, soulève quelques questions. Qui orchestre tout ça? Parce que ce n'est pas fini. Qui tire ces ficelles? Quel est le degré d'implication de nos autorités? On sent bien que l'objectif de tout cela n'est pas notre sécurité, encore moins notre confort. Il y a l'argent, bien sûr. Et si la situation était pire, bien pire? Astrid Stuckelberger viendra chez nous le 12 juin prochain sur les prototypes expérimentaux des vaccins Covid, truffés de nano et biotechnologie, et on verra. Mais non, on ne pourra pas voir parce que ça ne marche pas. J'avais un petit film qui est assez édifiant où on voit comment une goutte de vaccin Moderna ou l'autre, on a des petites boules qui se mettent en place de façon très structurée et on a même on appelle ça un médecin légiste qui arrive à retirer
toute une longue ficelle de clusters en fait, qui sont là. Et merci à ma femme Nora, qui est parvenue d'ailleurs, je sais pas où elle est. Elle est parvenue? Ah bah, elle doit être devant la porte, elle n'ose pas rentrer à mon avis. Parce que c'est elle évidemment qui s'occupe de toute cette partie d'information. La période que nous vivons mérite toute notre attention parce que l'enfumage est total. Et je ne sais pas vraiment combien font exactement 2 plus 2, mais j'ai des doutes que ça fasse les 222 que l'on nous assène quotidiennement. Plus que des théories conspirationnistes, je vous propose donc de nous pencher sur quelques propos tenus par des membres de cette nouvelle élite qui s'est arrogé le pouvoir. Tout d'abord, Catherine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, après avoir été, grâce au passage de Hans-Rudolf Merz, parachutée patronne du Fonds monétaire international. La démocratie atteint ses limites, mais quel est ce nouveau système si nécessaire dont parle Madame Laborde, qui tire les ficelles de ce nouvel ordre mondial? Depuis 2013, je suis personnellement convaincu que la crise de 2008 suit le même échéancier que celle de 1929. Avec 4 ans de retard dû au Covid, nous sommes aujourd'hui aux portes de la guerre. La définition de iatranshumanisme.com fait écho aux propos de notre aristocrate allemand que j'ai cité en début de présentation. L'Allemagne d'Adolf Hitler, en 1938, dans laquelle a grandi Klaus Schwab, proposait une société fondée sur la peur et la violence, sur le lavage de cerveau et le contrôle, sur la propagande et le mensonge, sur l'industrialisme, qu'on pourrait dire aujourd'hui la technologie, et l'eugénisme, aujourd'hui peut-être le transhumanisme, sur la déshumanisation et la désinfection, sur une vision effrayante et grandiose d'un nouvel ordre mondial. Catherine Lagarde, plutôt, je confonds avec la météo, moi, parle de santé et de sécurité. La pandémie nous a donné un aperçu de ce que ces deux mots-clés réunis peuvent signifier en termes de privation de liberté, de désinformation, de confinement, de contrôle mental, de manipulation de masse, de répression, de fracture sociale et même de droit de vie et de mort. Passons maintenant à Klaus Schwab, le tout-puissant fondateur et président exécutif du World Economic Forum ou Forum de Davos et à la menace de nouvelles technologies. Sous quelle forme Klaus Schwab veut-il faire le grand reset de la société mondiale? Je redonne la parole à iatranshumanisme.com qui dit que la crise du Covid est utilisée par lui et ses complices pour contourner la responsabilité démocratique, pour passer outre l'opposition, pour accélérer leur programme et l'imposer au reste de l'humanité contre notre volonté dans ce qu'il appelle la grande réinitialisation ou le grand reset, qui consiste à remodeler l'humanité en fonction du capitalisme par des moyens ouvertement autoritaires. Ce nouveau fascisme est aujourd'hui mis en avant sous le couvert de la gouvernance mondiale, de la biosécurité, de la nouvelle normalité, du nouveau deal pour la nature et de la 4e révolution industrielle. On déduira de cette première citation du Grand Reset que cette pandémie, déjà présentée sous forme de film il y a plus de 10 ans, n'est peut-être pas aussi fortuite. Cette deuxième citation de Klaus Schwab nous interroge sur la cible de la pandémie, en tout cas à ses débuts, les personnes âgées, boulet de la société dont parlait déjà Jacques Attali il y a plus de 30 ans. Les vieux sont-ils ces slow fish? Qu'entend-il par avaler? Les seniors de cette salle doivent-ils s'inquiéter? Eh bien, j'en fais partie depuis quelques mois, et donc je m'interroge. Cette troisième citation de Klaus Schwab pose la question de savoir ce qu'on va faire de tous ces sans-emploi. Doit-on en déduire qu'il est urgent pour nos nouveaux maîtres du monde de réduire la population mondiale par les guerres? Nous y sommes depuis déjà de nombreuses années. Le Yémen, dont tout le monde s'en fout d'ailleurs, et maintenant l'Ukraine, des purges comme les Ouïghours, une pénurie alimentaire intéressant. On vient justement d'en parler ces jours-ci. Le prix élevé des biens et services, là aussi on y est. Une partie pauvre de la population ne pourra plus se procurer.
Enfin, cette dernière citation qui fait froid dans le dos et qui se passe de tout commentaire. Une autre menace qui me tient, moi, particulièrement à cœur, c'est le contrôle. Enfin, elle me viendra plus à cœur un peu plus tard. Le contrôle de la population est déjà évidemment largement consommé grâce à Internet, qui s'est invité dans nos foyers il n'y a pas si longtemps. C'était quoi, il y a 20, 25 ans au smartphone, séduisant parce que smart, avec des applications souvent gratuites. Ne soyons pas naïfs, il y a toujours un prix à payer. À l'intelligence artificielle et ces nanotechnologies dont on ne sait encore pratiquement rien. Et au numérique en général, par lequel on peut désormais savoir où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous écrivez, ce que vous dites, qui vous avez prévu de rencontrer, où et quand, sur quel sujet. Messieurs, mesdames, on est là, on est tous là. À noter qu'à l'Assemblée, alors aussi ce que vous votez afin de détourner vos votes, et à noter qu'à l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse, un petit boîtier ludique vous est remis, et pendant que les gens s'amusent, eux savent exactement où vous êtes assis et qu'est-ce que vous avez répondu à chacune des questions. Grâce au numérique, on peut encore récolter, compiler, stocker vos données et celles de vos contacts, utiliser au besoin des informations pour vous manipuler, vous faire chanter, pour freiner votre carrière ou votre élection, ou encore pour vous discréditer, voire pour vous faire taire si vous n'êtes pas coopératif, pour vous lobotomiser votre mental en période de confinement, faute de contact et d'échange avec l'extérieur, avec des informations formatées, passées en boucle. Grâce au numérique et à son immédiateté, on peut déstructurer notre pensée en nous inondant d'informations qu'on relaye sans analyser, en nous abreuvant d'informations fallacieuses, rendant incertain la différenciation entre vrai et faux. Enfin, grâce au numérique, on peut désormais s'attaquer à nos finances. C'est là que c'est une menace qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle peut mener vraiment à la mort des individus. En tant que gestionnaire de fortune, soucieux de la protection du patrimoine, j'aimerais donc qu'on s'arrête un petit peu sur ce cas particulier qui est sous différents aspects. On va commencer par un état des lieux. La fin du secret bancaire a déstructuré notre façon de nous prémunir contre l'adversité par ces petits comptes qu'on avait ouverts dans différents endroits pour couvrir les collages des enfants, le départ des parents en EMS ou des projets spéciaux. Avant, on pouvait ouvrir un compte et puis avoir des sous-comptes dans lesquels chaque mois on mettait 10 balles d'un côté, 20 balles de l'autre. Aujourd'hui, il faut ouvrir chaque fois un compte avec des frais qui vous mangent tout le bénéfice de l'opération. L'abolition de la souscription fiscale a causé la destruction de passablement d'épargne embarrassante, le public préférant dépenser cet argent plutôt que de se le voir confisqué par le fisc. Il en a résulté une paupérisation de la population, notamment de la classe moyenne, qui doit désormais jongler pour ses fins de mois et qui n'a plus les capacités de pouvoir faire face à un coup dur. Cette paupérisation va, j'en suis convaincu, entraîner une modification de la démographie, car faute de moyens, une partie de la population va renoncer aux soins et se laissera mourir pour ne pas être un fardeau pour le reste de sa famille. Les établissements bancaires sont aussi fragilisés, on peut même dire qu'ils sont quasiment en déroute, mais ils ne seront pas en faillite car too big to fail. Donc eux vont survivre, par contre les déposants perdront leur capital comme ce fut le cas à Chypre en 2013. Et puis on a la suppression des comptes garantis ou la tromperie de la garantie de l'épargne à 100 000 francs. Là, on pourrait y revenir parce que c'est une véritable fumisterie. Dans ces conditions, les risques suivants sont à prendre au sérieux. Un risque bancaire de voir disparaître vos avoirs, et c'est vraiment à peu près ce qui vous reste. Risque de voir vos comptes gelés. PostFinance, on l'a mentionné. Risque du compliance officer, qui est l'espion de service, de dénoncer quelque chose qui lui aurait paru suspect.
une forte probabilité, s'il n'y a pas de résistance, comme l'a annoncé la BNS, de voir nos billets remplacés par de la monétique, auquel cas se posera de nouveaux problèmes. Qu'adviendra-t-il de nos avoirs détenus à la maison? Que se passera-t-il en cas de hacking? Il y a encore le risque d'une ruée sur les crypto-monnaies, dont on ne connaît pas vraiment les risques, hormis celui qui me guette le plus, de ne pas retrouver mon mot de passe, ce qui signifie pour ce genre de compte la perte totale de vos avoirs. Et puis, il y a le risque de mort, parce que si vous n'avez plus accès à votre compte et à vos avoirs par vol ou par blocage, eh bien, vous ne pouvez plus tout simplement aller acheter de quoi vous nourrir. Les nano et biotechnologies vont être discutées plutôt avec Astrid Stuckelberger, mais je vous signale quand même qu'entre 2006 et 2011, les produits qui en contenaient ont bondi de 521% pour représenter au 25 juillet 2016 un marché de 20 milliards de dollars. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, on y est en plein dedans et ça fait des années qu'on est dedans, mais on n'y connaît rien. Il y a la menace du crédit social. Alors je pensais vous montrer le petit film qui vaut la peine de regarder, qui avait été présenté par Temps Présent et qui s'appelle Le crédit social en Chine. Et je vous invite à regarder parce que on prend une petite bourgade avec des gens qui sont volontaires, qui trouvent ça très ludique, et puis on s'aperçoit qu'on arrive du coup avec les bons points et les mauvais points à empêcher quelqu'un simplement de voyager puisque vous n'arrivez plus à obtenir un ticket. Donc c'est assez effrayant. Conclusion, les pièces que j'ai réussi à assembler et le long recul sur les événements décrits me donnent une image inquiétante de la situation actuelle. J'espère honnêtement me tromper, mais force est de constater que depuis 10 ans, la réalité a dépassé mes prévisions les plus noires. Si j'ai tenu à partager cette analyse avec vous ce soir, c'est parce que, à l'évocation des menaces présentes ou futures qui planent sur vous, sur nous, vous soyez désormais attentifs aux lanceurs d'alerte, critiques, mais soucieux de vérifier aussi les informations ou à défaut que vous débattiez afin de pouvoir, avec d'autres, compléter ou corriger. Les faits énoncés se sont produits. Vous êtes maintenant avertis. Je pourrais vous lister la liste des dépossessions déjà opérées, mais ce serait long et fastidieux et j'ai déjà largement abusé de votre temps. La puissance de l'élite, il faut dire encore un dernier mot là-dessus, elle est colossale. Ils ont accès à tous les rouages du pouvoir, ils ont des moyens illimités, ils contrôlent les normes. Leurs spin doctors font un travail diaboliquement efficace. On a vu parachuter des Greta sortis de nulle part, on a vu tout d'un coup les gens se jeter sur le verre, tout est vert. On se demande si on a pu vivre sans du verre. On se demande d'ailleurs si on peut vivre avec autre chose que du verre. Et j'en veux pour preuve la maison du four qui est sous la sauvegarde d'un conseiller administratif vert, mais que je vais citer parce qu'il me gonfle un peu, c'est M. Gomez, Alfonso Gomez, qui a un petit peu l'idée de transformer la maison du four et son parc en le parc du four et sa maison de l'environnement. Comme ça, du coup, on fait plaisir à tous, ceux qui sont à gauche, qui ont des boutons chaque fois qu'on parle, prononce le mot de général, et on enlève le patrimoine parce que le passé, c'est ringard. Il faut parler du futur, mesdames et messieurs. Il faut parler de la verdure, du climat, il faut parler de tout ça. Donc ces gens sont très puissants, ils savent comment faire de l'argent. Leur tactique, elle est vachement au point, quoi. Quand on voit, quand j'ai essayé de vous démontrer un petit peu la chronologie des événements, tout a été calculé, quoi. Tous les détails ont été mis. C'est vraiment une machine de guerre. Mais une machine de guerre, pas celle des États-Unis qui envahit l'Irak et qui se trompe pour la rue pour aller à Bagdad. Là, je te parle de gens qui savent gérer des multinationales et qui gèrent ça d'une manière vraiment... ouais, c'est vraiment ahurissant. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui est simple. On se couche et on attend ou on essaye de faire quelque chose. Et donc le but
maintenant de cette série de conférences, c'est d'amener différentes personnes, mais qui sont vraiment des spécialistes des domaines à qui vous poser des questions pointues pour essayer de vous faire une opinion pour ou contre, hein, parce que l'idée, c'est pas d'avoir que des gens qui pensent, parce qu'on a aussi, dans le débat, on avance aussi avec des contradicteurs qui viennent nous mettre le point sur des éléments qu'on n'avait pas attaqués. D'ailleurs, avec le lobby des citoyens, il y a quelque temps, j'ai fait une réunion de concertation avec Astrid Stuckelberger qui représentait les gens qui questionnaient la manière de gérer ces vaccins, la manière de les homologuer, les manières de les faire, et puis Bernardino Fantini, qui est un historien des épidémies, qui évidemment, en tant qu'historien, se base sur des statistiques qu'on lui a quand même montré qu'elles étaient fausses. Et on a essayé dans cette table, dans cette petite réunion à trois, de faire concilier les points de vue, c'est-à-dire que chacun, en fonction des informations que l'autre avait, pouvait faire un pas vers l'autre, en sachant que la partie de la liste de la ligne rouge devrait être résolue par la création d'une commission d'experts qui est censé faire lever les verrous, notamment du PCR pour Astrid, qui lui permettrait d'aller un petit peu plus. Voilà, donc si vous voulez réagir, à chaque fois que vous entendrez Tina, vous sentirez Tina, eh bien répondez Cabano, Capitulation and Betrayal are no option, ou en français, on ne lâche rien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Marc pour... C'était vraiment super. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai énormément appris. Tu l'as bien raconté comme je voulais que tu le fasses. Et puis... Merci, merci Annick. Non, mais c'est vrai. Et puis, je voulais que tu annonces la suite, Marc, pour la deuxième conférence. Tu peux le faire, oui, alors je me permets. La deuxième conférence est donc le 18 mai. Aux Ateliers de la Côte, encore à Étoile, avec la casse du citoyen et Arnaud Dotézac. Alors j'aimerais que tu me dises un petit mot sur Arnaud Dotézac, qui est journaliste, je crois, Marc. Oui, qui était l'ancien rédacteur en chef du journal Marquette. Voilà. Donc, eh bien, vous avez reçu donc le... I'm